continents. And we are present here to show you what we are doing and to speak with you about the job who is done in who was done in many countries, in West Africa and other countries in the world. So we have three persons who will be present with me. Mr. Renault, he comes from Iraq. He's I'm redaction coordinator of Doctor of the World there. Yes, you have to sit on the first one. And the second person we will be with us is Mr. Masogi. Masogi is the technical director of INCS, the National Organization of Community in Senegal. Yes, and the third one is Mr. Samuel Nguessan. Samuel Nguessan is a leader of the community of drug users. So thanks for your presence here. And what I have to say, this session will be in French, and we will try to switch sometimes so that some items will be clear for those who need some explanation. And we are going to start. We can badge the QR code to have the translation English-French. Okay. So, Mr. Renault will present MDM and the work of MDM in the world in harm reduction. Renault. Okay, thank you. Est-ce qu'on m'entend? I'm really sorry for English speaker. I'm going to have to switch to French. I think you can scan your QR code to get some translation, and I will be happy to answer some questions in English if needed. Mais maintenant, je vais parler en français. Vraiment désolé pour les anglophones. Donc, je me présente, je suis Renaud. Alors, je viens d'Irak. Physiquement, je viens de me déplacer depuis la mission Irak, mais sinon, je viens de Belgique en Europe. Et je suis très content d'être là. Je remercie vraiment Médecins du Monde d'avoir organisé tout ça. Je travaille moi-même avec Médecins du Monde depuis pas mal d'années sur plusieurs missions, notamment aussi au conseil d'administration. Et pour l'instant, je suis en pause de mon mandat puisque j'apporte un soutien à la mission que nous avons en Irak en tant que conseiller réduction des risques. Alors aujourd'hui, il va être beaucoup question de réduction des risques, mais il faut savoir, pour regarder plus largement, que Médecins du Monde est quand même une grosse répandre dans la sous-région. J'ai eu l'occasion de coordonner ce programme il y a plusieurs années, donc c'est pour moi un grand plaisir de revenir ici aujourd'hui. Donc vous voyez que nos missions, la RDR, c'est toujours les mêmes principes, mais par contre l'approche peut être très différente, hein, l'approche humanitaire, l'approche vraiment recherche, soutien technique, comme c'est le cas au Togo, au Bénin. Mais alors il faut savoir aussi que Médecins du Monde participe de façon très active dans des grandes sphères de gens qui définissent les guidelines en matière notamment de réduction des risques sans impliquer les bénéficiaires. Et vraiment, la mission de Côte d'Ivoire est un exemple vraiment en la matière, puisque pratiquement aucune réunion n'a lieu aujourd'hui sans que les bénéficiaires soient représentés. Et en discutant tout à l'heure, j'apprenais que c'est aussi le cas au Togo et au Bénin. Et je pense que c'est vraiment une pratique à défendre. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter à chaque pays. Vous voyez que les contextes peuvent être très différents et donc l'approche réduction des risques est très très différente. Et l'idée, c'est toujours de passer d'une approche qui est illégale. Hein. Quand on a commencé la réduction des risques en Côte d'Ivoire, c'était illégal de distribuer des seringues, c'était illégal d'aller dans les lieux de consommation. Je travaillais avec mon voisin Lucien à l'époque, on a eu quand même pas mal de soucis avec les autorités. Mais avec le temps, avec la persévérance, on arrive à passer d'une approche illégale à une approche vraiment pragmatique et reconnue en santé publique. La réduction des risques, ce n'est pas des croyances. La réduction des risques s'appuie sur des recherches, s'appuie maintenant sur une grande expérience. Et la réduction des risques sauve des vies, ce n'est pas une blague. Je pourrais en parler pendant des heures, mais
Malheureusement, je vois que le temps avance. Généralement, dans un pays, on passe de les usagers de drogue, on les met en prison, à les usagers de drogue, on les envoie à l'hôpital pour se désintoxiquer. Et puis, troisième étape, les usagers de drogue, on les invite autour de la table pour discuter et être acteurs. Et je crois vraiment que c'est ces trois étapes-là que doivent passer à peu près tous les pays dans le monde. Et notamment en changeant un peu les politiques, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, je vous ai dit, en Géorgie, Arménie, Tanzanie, c'est vraiment des recherches très concrètes sur le terrain qui permettent après de changer les pratiques et les lois locales. En République de Côte d'Ivoire, on a dû vraiment faire du travail de terrain pour démontrer que ça fonctionnait, que ça marchait, que c'était moins cher et que ça fonctionnait mieux. Et donc, on a réussi à changer la loi, même s'il y a encore du chemin avant qu'une loi soit vraiment traduite dans le concret sur le terrain. Et puis en Tanzanie, Rwanda, Burundi, là c'est vraiment une approche inverse. Là on commence par essayer de changer les directives et ça marche assez bien en s'appuyant surtout sur l'expérience de la Tanzanie et donc se battre à travers le changement de loi pour un accès au traitement, etc. Et donc il ne doit pas me rester beaucoup de secondes. Donc maintenant je vais dire que c'est au tour du Togo et du Bénin de se poser les bonnes questions, de se reposer sur l'expérience des autres pour voir que vraiment la répression apporte finalement très très peu de résultats. Par contre, la RDR a prouvé que ça fonctionne. Voilà, merci. Okay. Thank you, Mr. Renaud. Donc, merci à Renaud voilà, pour cette présentation générale sur le travail de Médecins du Monde à travers le monde, sur la thématique de réduction des risques et sur divers compartiments de la réduction des risques, y compris de la recherche scientifique avancée sur les problématiques en lien avec la réduction des risques. Nous allons maintenant passer à notre deuxième panéliste qui a une présentation PowerPoint. C'est M. Massogui, le directeur technique de l'Alliance nationale des communautés pour la santé du Sénégal. Massogui, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais d'abord saluer tout le monde ici, les collègues de Médecins du Monde particulièrement, et les remercier de nous avoir invités et permis notre participation à cette importante conférence, mais aussi les acteurs de terrain, les associations et les collègues et amis, particulièrement du Bénin et du Togo. Aujourd'hui, je fais une présentation et je m'excuse parce que je ne vais pas coller directement dans la présentation. Je dirai d'autres choses qui ne sont pas dans la présentation parce que une des expériences que nous avons eues avec le projet RDR Track régional, c'est que actuellement nous arrivons, en tout cas en termes de plaidoyer, à aller au-delà de ce que nous avions déjà planifié dans le cadre du projet, et j'y reviendrai tout à l'heure. Le plaidoyer, vous le savez, est important de ce que nous sommes en train de faire, parce que le contexte en général en Afrique de l'Ouest, c'est que nous avons un contexte de répression de la réduction des risques ou de la consommation ou la détention de drogue. Pratiquement tous les pays ont des lois qui se ressemblent, des lois qui en tout cas, ont beaucoup plus tendance à faire la répression, l'interdiction, l'incarcération, etc. Et paradoxalement, toutes les conventions internationales qui ont été en tout cas proposées par la communauté internationale, qui sont beaucoup plus favorables, beaucoup plus humanistes, ont été signées par ces pays-là. Donc ils se sont engagés dans des conventions internationales pour reconnaître, pour faciliter, pour être moins répressif en ce qui concerne la consommation ou la détention. Mais par contre, la loi nationale, elle est toujours répressive. Et ça, c'est un paradoxe qu'on a dans l'ensemble des pays de la sous-région. Et le projet vient en termes de plaidoyer pour essayer un peu de faire bouger les choses et de diminuer, en tout cas, la répression de la réduction des risques et avoir des lois beaucoup plus favorables, mais aussi reconnaître les personnes qui consomment des drogues comme des acteurs dans le cadre de cette réduction des risques-là. Et
En général, dans le cadre du projet, nous avons développé un ensemble de points et de stratégies en ce qui concerne le plaidoyer pour faire face à la stigmatisation des consommateurs de drogue, pour changer le paradigme dont je parlais tout à l'heure dans l'accompagnement et la prise en charge, faciliter aussi l'accès des soins de santé et les droits humains, et aussi lutter contre le harcèlement et la violation des droits, respecter les droits des personnes qui consomment des drogues, atténuer ou éliminer les lois répressives contre les drogues et rendre l'environnement social beaucoup plus favorable. Les activités du projet, je ne vais pas en revenir, je pense qu'ils sont dans la liste et dans la présentation, mais en général, c'est des activités d'abord de renforcement des organisations partenaires au niveau du terrain, faire un travail assez important au niveau national en identifiant des alliés et des personnes qui peuvent nous accompagner dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, je pense que aussi bien au Togo qu'à Lomé, ça a été fait au Bénin. Et nous essayons aussi de renforcer les capacités des personnes qui consomment des drogues sur un certain nombre de thématiques, notamment la question des droits humains, la question de la documentation et la prise en charge des cas de violation des droits humains, pour leur permettre eux aussi d'avoir suffisamment de capacité à parler et à se prendre en charge face à cette répression-là qui est au niveau du pays. Mais d'un autre côté, c'est de pouvoir montrer un visage beaucoup plus valorisant de la personne qui consomme des drogues pour qu'il soit entendu et puisse discuter avec les autorités. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et l'autre partie importante que je disais tout à l'heure, dans l'entente de coalition plus ANCS, nous avons eu l'occasion d'être invités au Conseil des droits de l'homme pour défendre et soutenir IDPC dans le cadre d'une résolution qui avait été proposée par la Colombie pour la réduction des risques. Donc j'ai eu la chance de participer à Genève et à discuter avec, en tout cas, beaucoup d'acteurs qui sont favorables à la réduction des risques et qui travaillent au niveau international pour que la question de la réduction des risques soit intégrée dans les politiques nationales, qu'il y ait des lois beaucoup plus faciles, beaucoup plus humanistes, et que les personnes qui consomment des drogues soient considérées, en tout cas, comme des personnes acteurs dans une problématique mondiale et non comme des personnes à cibler, à harceler et à mettre en prison. Donc cette activité-là a été extrêmement importante. J'ai eu la chance de participer avec un collègue de Frontline Aid, que je remercie, Paddy, qui est dans la salle. Et ça nous a permis, en tout cas, de défendre et de voir comment les États au niveau international sont ensemble et comment ils essayent de faire bouger les agendas, mais aussi quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest entre directement dans cette action-là. Et le travail du projet qui est unique en Afrique de l'Ouest, il faut le rappeler, actuel. C'est le seul projet aujourd'hui que nous avons en Afrique de l'Ouest qui essaie de fédérer ce que nous sommes en train de faire et de partager les connaissances pour que les pays en bénéficient et continuent à structurer et à transformer les lois auxquelles nous sommes confrontés. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous avançons bien, aussi bien les deux pays que nous avons choisis, mais aussi les autres pays. Il y a une forte demande, parce que moi, je reçois tout le temps des requêtes, par exemple du Niger, du Mali, du Burkina, qui nous disent « mais pourquoi vous ne venez pas ?» Parce que nous aussi, nous sommes confrontés à cela et nous souhaiterions que le projet soit attendu au niveau régional. Nous avons discuté avec le Fonds mondial pour demander qu'il y ait un projet régional sur la réduction des risques beaucoup plus fort que ce que nous avons, parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens, etc. Donc tout cela n'était peut-être pas prévu dans le cadre du projet, mais nous essayons déjà d'anticiper pour avoir un projet RDR Track beaucoup plus large dans la sous-région, et que ce projet-là puisse être en tout cas l'unité qui fédère et qui mutualise l'ensemble des forces qui sont en train d'être faites au niveau national. Nous avons beaucoup de défis aussi, nous avons beaucoup de défis dans ce que nous sommes en train de faire, parce que la criminalisation continue malgré ce que nous sommes en train de faire. Les financements diminuent et au niveau régional, nous n'avons pas encore une structure assez forte et assez solide qui pourrait en tout cas travailler avec la Commission ouest-africaine des drogues, l'OAS, la CEDEAO,
etc. Et nous avons des outils pour cela parce que l'Union africaine a produit une feuille de route sur la réduction des risques, mais cette feuille de route-là n'est pas très bien suivie par les États. Et nous, en tant qu'acteurs, nous devrions nous positionner sur cette feuille de route-là et engager les États à travailler, à améliorer leur loi, à poser des jalons, en tout cas pour que la réduction des risques entre dans les documents de politique nationale et que le travail que nous sommes en train de faire puisse être mieux reconnu et mieux valorisé, mais aussi que les personnes qui consomment des drogues soient aussi reconnues et valorisées au niveau de nos pays. Je ne vais pas, Président, continuer parce que le temps est assez limite, mais je suis assez ouvert pour une discussion beaucoup plus longue sur cela. Je me félicite vraiment de ce projet-là, comme je dis, qui est unique en Afrique de l'Ouest et qui essaie vraiment de faire bouger les agendas pour que la réduction des risques devienne une réalité et que la répression contre les consommateurs de drogue soit bannie au niveau de l'Afrique occidentale. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur technique, monsieur Massogui, en tout cas pour votre présentation et toutes les interventions et axes de plaidoyer sur lesquels nous sommes ensemble en Afrique de l'Ouest. Voilà, ces défis ont été annoncés. Next presentation. Voilà, on va clore les interventions directes avant les quelques questions et échanges avec un représentant de la communauté des personnes usagères de drogue qui a été très impliqué dans le processus de changement de loi en Côte d'Ivoire, voilà, et qui est aussi en train d'aider plusieurs autres de ses pairs, même dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, pour avoir un positionnement de la communauté auprès des divers acteurs, des diverses parties prenantes dans les pays. Sur ce, M. Samuel Nguessan, vous avez la parole avec la présentation. Merci. Alors, je vous remercie de votre présence parce que ce n'est pas évident pour nous en tant que communautaires et membres de la population usagère de drogue d'être présents et animer un tel panel. Alors, comme cela a été dit, je suis le président du groupe de plaidoyer Phoenix. Je vais en quelques mots faire ma présentation PowerPoint et dire un peu ce que nous faisons pour notre population clé en Côte d'Ivoire et parler un peu de la bonne volonté de l'État ivoirien pour tout ce que nous faisons. Parce qu'il faut dire que lorsque nous avons commencé à travailler en tant que bénéficiaires, l'environnement politique, non, l'environnement législatif judiciaire en matière de drogue était très répressif. Donc nous étions dans un environnement où la drogue était proscrite, mais malgré ça, nous avons quand même réussi à convaincre à travers des plaidoyers, à rencontrer les autorités pour leur faire comprendre que lorsqu'on parle de drogue, il faut d'abord connaître. Parce que dans la réduction du risque, c'est tout un ensemble de techniques qui amènent l'individu qui est usager de drogue de réduire au maximum tout ce qui est danger en lien avec sa consommation. Donc, il était pour nous, en tant que jeunes, en tant que citoyens, d'abord ivoiriens, de d'abord expliquer ce que c'est que la drogue et à partir de là, faire comprendre qu'une personne peut être usagère de drogue et avoir de la matière. Et c'est sur cela que dans un premier temps, on a dit qu'il était bon, vu que la Côte d'Ivoire a ratifié toutes les conventions de l'ONU en matière de drogue, il était bon pour nous, en tant que membres de cette communauté-là, de rencontrer qui de droit et à partir de ça, entamer des plaidoyers pour que ce changement-là ait lieu. Alors, en parlant de plaidoyer, il faut dire qu'avant nous, il y avait des acteurs qui étaient comme nous, des dévanciers, qui avaient déjà mis les sillons. Et après eux, nous, quand nous étions là, qu'est-ce que nous faisions? Médecins du Monde, par son projet réduction de risque, nous a outillés en réduction de risque dans un premier temps et en plaidoyer. Parce que les décideurs, il était important pour eux de rencontrer elles-mêmes des personnes usagères de drogue qui pouvaient arriver à travers des arguments plausibles de les faire comprendre que la personne qui fait usage de drogue n'est pas une personne condamnée et que cette personne-là a besoin d'un accompagnement adapté en lien avec son addiction. Et ces échanges ont porté à telle enseigne qu'en 2022, il y a une nouvelle loi en Côte d'Ivoire qui permet à la personne qui fait usage de drogue de bénéficier de l'injonction thérapeutique plutôt que d'aller en prison. Et il est bien de souligner qu'à travers cette loi,
bien que la drogue soit interdite, parce que c'est interdit, à travers cette loi, il y a d'abord une première initiative à travers l'article 10 qui dit que toute personne faisant usage de drogue est condamnable par la loi. Et cette personne, si elle doit aller en prison, c'est de 1 à 3 mois. Et donc, à partir de ce fait-là, il y a aussi d'autres articles qui sont venus renchérir pour donner la latitude à la personne usagère de drogue n'est pas allée en prison. Et je vais directement sur l'article 19 qui dit « Lorsque l'individu qui fait usage de drogue est interpellé par la police, le procureur a la latitude d'interrompre les poursuites judiciaires. Et lorsqu'il interrompt ces poursuites judiciaires, l'individu qui est incarcéré va faire un traitement, un suivi médical en lien avec son addiction. Aussi, pour mettre tout le monde à l'aise, parce qu'il faut dire qu'en matière de drogue, la législation, bien qu'elle ouvre des portes aux usagers, elle permet aussi de mettre des verrous pour essayer de baliser. Donc, lorsque l'individu qui fait usage de drogue est arrêté et qu'il part devant le juge a la possibilité de faire ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique. Et l'injonction thérapeutique, elle vient pallier, c'est-à-dire elle vient remplacer le fait que l'individu part en prison. Et à travers l'injonction thérapeutique, l'individu, à travers un package de soins qui lui est proposé, il peut, dans un premier temps, bénéficier des soins médicaux, des TSO. Il peut aussi, dans un premier temps, bénéficier d'une assistance socio-professionnelle, parce que bon nombre de nos pères ont envie de travailler, bon nombre de nos pères ont envie de retourner au travail, et aussi ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la médiation familiale. Parce que les personnes usagères de drogue que nous sommes, il est important de savoir que nous ne sommes pas compris. Et la meilleure manière de nous faire comprendre est de nous-mêmes en tant qu'usagers et acteurs de terrain, d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs, de rencontrer les parents et de faire comprendre que tous les usagers de drogue ne sont pas problématiques. Et ceux qui sont problématiques, il est intéressant de les apporter des soins appropriés afin que ces derniers-là puissent vraiment bénéficier d'un traitement humain comme tout autre. Alors, le groupe de plaidoyer Phoenix, en plus de ça, nous adressons aussi des renforcements de capacité aux autorités judiciaires. Parce que, bien que la loi ait changé, il est aussi important pour nous de toujours rafraîchir ces autorités-là pour savoir que c'est vrai, la loi a changé, mais nous travaillons avec vous. Nous ne venons pas pour dire que vous ne faites pas votre travail, mais on vient vous orienter sur de bonnes pratiques pour que l'individu usager de drogue soit vraiment perçu comme une personne comme tout le monde. Et la photo qui est là dans le slide, vous pouvez voir plusieurs images. Je vais commencer par le bas à gauche. La photo du bas à gauche était avec le procureur de l'époque, Ado Richard. Parce que dans nos actions terrain, il était important pour nous de rencontrer l'autorité judiciaire la plus compétente, d'où le procureur de la République. Après cette image, vous voyez, je suis arrêté en compagnie d'un monsieur qui porte un t-shirt blanc. Là, c'était au parquet. Après une médiation, ils ont permis à ce que ce dernier-là soit libéré. C'était en 2019. Maintenant, le monsieur qui est en blanc en 2019, c'est celui qui est en haut. En 2022, celui qui a été libéré au parquet effectue des médiations judiciaires à l'endroit de d'autres pairs. Et ce dernier-là, c'est un membre du groupe de plaidoyer Phoenix et il est sous la méthadone. À travers cette image-là, on voit que celui qui était accro, lorsqu'il est rentré dans un traitement spécifique, c'est-à-dire un TSO, a pu retrouver vraiment sa forme initiale et à lui maintenant, il permet à d'autres de ses pairs qui sont interpellés par la police de les faire sortir et les orienter vers des centres adaptés. La dernière image, c'était une émission télé en direct à la RTI où j'ai été appelé en tant que communautaire afin de partager aussi mon expérience et faire comprendre aussi à tout le monde que la drogue, il suffit d'être disposé pour comprendre et quand on comprend, on a les moyens de répondre efficacement aux besoins des personnes usagères de drogue. Et le dernier slide, parce que je pense qu'on va s'arrêter celui-là et attendre les questions. Le dernier slide, comme vous le voyez, l'État de Côte d'Ivoire, par sa bonne volonté, parce qu'il faut dire que l'État s'implique dans ce que nous faisons. Et la coordination, la cellule qui s'occupe des personnes usagères de drogue au niveau de l'État, c'est le CILAD, le comité interministériel de lutte anti-drogue. Il faut dire que ce comité-là, lors du GILAD, la journée internationale de lutte contre la drogue,
le groupe de plaidoyer Phoenix a reçu un prix honorifique de reconnaissance pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nos actions sont reconnues par l'État et l'État, pour nous encourager, nous donne des prix qui nous motivent davantage. Les autres photos, ce sont lors de nos formations adressées aux forces de l'ordre et aussi, le groupe Phoenix a pu mettre 2 antennes à l'intérieur du pays, à savoir San Pedro et Boaké, pour que nos services ne se limitent pas seulement qu'à Abidjan et que ce se fasse dans toute la Côte d'Ivoire, à commencer par ces 3 villes-là. Sur ce, je pense que j'ai fini un tant soit peu mes propos. Il faut dire que notre réussite est le résultat de la réduction de risque sur le projet que Médecins du Monde ont entamé dans ces 3 phases en Côte d'Ivoire. Merci. Merci Samuel, merci beaucoup pour tout le travail abattu et qui se poursuit et qui va certainement encore produire plus de fruits que ceux que nous avons jusqu'à présent. Sur ce, nous les ouvert la possibilité de poser des questions, de faire des commentaires. Comment il s'appelle? C'est l'homme, tu vas nous aider avec un micro. Voilà. Voilà, non, il n'y a pas de problème, tu peux commencer par toi-même. Ok, voilà, donc on a une petite quinzaine de minutes pour quelques échanges et on va y aller. Un des chefs de projet de réduction des risques en Afrique de l'Ouest va essayer de passer le micro et je crois que lui-même il a des questions. On y va. Je commence. Ok, merci. Je voulais m'adresser au groupe Phoenix. Aujourd'hui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même une loi qui a été adoptée. C'est de voir concrètement c'est quoi les défis par rapport à la mise en application de cette loi. Maintenant, l'autre question aussi, c'est de savoir, de point de vue communautaire, est-ce que la Côte d'Ivoire est réellement prête pour aujourd'hui pour pouvoir vraiment faire la mise en application tout en sachant que tout le système sanitaire qui va entourer aussi, est-ce que de point de vue communautaire, la Côte d'Ivoire est réellement prête? Merci. Merci. Pour qu'on soit efficace, est-ce qu'il y a une autre question en lien avec les activités communautaires? Les activités communautaires. Is there another question about community activities? Prochaine question pour celui qui a des questions en lien, notamment avec les activités communautaires. Non, donc on passe à un autre groupe de questions. Ok, allez-y. Merci pour les orateurs. Dr Yousfi, infectiologue, président de la Société algérienne d'infectiologie. Merci pour les 3 orateurs et pour le travail fait par donc les communautés. Moi, j'ai quelques questions et quelques remarques. La première, justement, concernant le premier orateur, que je remercie, sur la réduction des risques. Vous avez parlé essentiellement des usages de drogue. Qu'en est-il des 2 autres? Vous avez donc cité pour scène de sexe et les HHS, excusez-moi. Donc ça, c'est la deuxième question. Qu'en est-il c'est-à-dire la coordination? Comment vous travaillez? Je parle de Médecins du Monde, dans un pays, avec aussi bien les ONG que les pouvoirs publics. C'est-à-dire quelles est donc les procédures que vous utilisez là aussi c'était une remarque, vous avez dit bien c'est anecdotique ou paradoxal,
votre présence en Russie. Donc, j'aimerais bien donc savoir comment un pays comme la Russie, du point de vue, vous m'avez compris, procédure, politique et autre chose. Et enfin, c'est un constat que je fais aussi bien pour les scientifiques, mais aussi pour les communautaires. Le travail de coordination entre les différents pays africains, qui me semble n'est pas assez suffisant à travers l'Afrique. On est dans les CASA, pratiquement les mêmes problèmes se retrouvent en Afrique du Nord. Donc le problème des lois, de la répression. On vient de sortir, je fais partie du CCM aussi et du Comité national de lutte contre le sida. On vient de sortir d'un atelier, d'ailleurs initié par une association sida thématique, sur le plaidoyer concernant la réduction des risques. Qu'en-est-il des contacts, du travail qu'il y a à l'intérieur même d'un pays et entre les différents pays, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Je déplore l'absence déjà du point de vue scientifique avant d'arriver au communautaire, et encore plus, et là c'est l'ordre du jour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait, mais il est parcellaire, il est régional, il est dans un pays, alors que même si l'épidémiologie est différente entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais les problèmes sont les mêmes. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci aux panélistes pour leur intervention. Sincèrement, félicitations au groupe Phénix pour ce travail remarquable qui est fait en Côte d'Ivoire, parce que nous devons emboîter le pas. Je viens du Togo. À voir la présentation de Phénix, on a l'impression que tout est rose. Le processus d'arriver à avoir une révision des tests, on a l'impression que ça n'a pas été parsemé d'embûches, alors que je ne crois pas que ce soit le cas. Donc moi, je voudrais savoir quelles ont été vraiment les difficultés, les défis auxquels vous avez été confrontés. C'est la première question. Et la seconde question, c'est de voir, quand vous avez commencé la lutte pour la révision des tests, il a fallu combien d'années, combien de temps pour que vous puissiez obtenir cette victoire-là? Merci beaucoup. Merci. On va aller pour les réponses au pas de course. On va commencer par Renaud. Voilà. On va terminer par Samuel. Ok, oui, c'est surtout Samuel qui avait des questions. Pour répondre à monsieur, oui, tout à fait. En tout cas, quand on parle de réduction des risques, HIV, hépatite, etc., on parle généralement des populations clés. Alors, c'est vrai que moi, j'ai peut-être un défaut de me concentrer beaucoup sur la consommation de drogue. À l'époque, en tout cas, dans le projet, il y avait aussi un volet travail du sexe et on a soutenu des organisations HSH. À l'époque, c'est vrai qu'on s'est davantage concentré sur l'usage de drogue et vous mettez en lumière le fait que notre financement vient essentiellement, généralement, de la lutte contre ces maladies. Or, la réduction des risques dépasse largement ça, selon moi. L'approche, sinon, elle est la même. On est dans le non-jugement, on est dans le travail avec les pairs et l'implication des communautés, et on est surtout sur une approche pragmatique, basée sur des faits. Et ça, quel que soit le sujet auquel on l'applique, la réduction des risques fonctionne. Et alors, question piège sur la Russie. On travaille en Russie, on a travaillé en Russie, mais je ne connais pas du tout le contexte de ce projet, donc je ne pourrai pas vous répondre, mais je peux vous mettre en lien avec des gens qui vous répondront très bien, si vous le souhaitez. Et oui, sur la coordination des pays africains, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une assez bonne coordination ici sur ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, mais finalement assez peu de contacts avec d'autres coins, et c'est vraiment un sujet qu'on doit travailler au niveau d'MDM, mais au niveau global aussi, quoi. Okay. On va laisser Massoudi dire un mot sur le... Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais remercier en tout cas les intervenants. Peut-être revenir très rapidement sur la coordination en Afrique. Vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les pays. L'Afrique de l'Ouest est la seule, je pense, partie de l'Afrique où il y a une commission ouest-africaine sur les drogues.
malheureusement, la commission existe, mais elle n'est pas très dynamique parce qu'elle n'organise pas beaucoup de réunions. En général, elle ne parle pas aux communautés, mais elle parle aux États. Vous voyez, donc les communautés sont en rade au sein même de la commission. Un travail important a été fait parce que nous avons travaillé avec l'ONU-SIDA pour produire une loi modèle sur la réduction des risques. Et normalement, les pays devraient s'inspirer de cette loi-là pour adapter et changer leur loi répressive. Mais il y a peu de pays qui sont en train de suivre cette loi-là pour changer, cette loi modèle, pour changer leur loi. Donc, le document est produit, c'est un excellent document, mais les pays ne se l'approprient pas parce qu'il n'y a pas un travail justement en tout cas pour convaincre les États, pour aller discuter avec eux, proposer, vulgariser le document. C'est pas fait. Et la Commission, elle est là, elle parle à l'Union africaine, elle parle à la CEDEAO, mais elle ne parle pas aux communautés. Donc ça, c'est un très grand problème. Et nous pensons qu'il faut fédérer l'ensemble des régions de l'Afrique, avoir une dynamique très, très, très forte, très solitaire de communautés pour pouvoir influencer suffisamment aussi bien les institutions internationales, régionales que nationales. Donc, et ça, c'est ça qui manque. C'est ça notre grand défi en termes de plaidoyer pour la réduction des risques. Pour la Russie, j'ai un mot. Je ne connais pas, je ne suis jamais allé. Mais j'ai rencontré l'ambassadeur que la Russie avait envoyé tout à l'heure quand je parlais du Haut Conseil des droits de l'homme. Parce qu'il y avait la résolution de la Colombie qui avait été proposée et la Russie s'est opposée. Il y a des mots dans la résolution, il dit, moi je ne veux pas voir tel mot dans la résolution, sinon on est opposé. Donc ils sont très répressifs. Contrairement maintenant à l'Ukraine, qui est assez ouvert, parce que l'Ukraine, il y a beaucoup de consommateurs, mais ils ont des lois vraiment humanistes sur la question. Mais la Russie développe le contraire. Eux, ils sont très répressifs, ils ne sont pas d'accord quand on parle de réduction des risques, quand on parle de lois humanistes. Ils sont très fermés aussi et ça, c'est assez difficile en termes de contexte dans ce pays-là. Voilà, merci. Merci. Ouais, Samuel, voilà. Les difficultés, comment vous avez D'accord. vu ça, voilà. Merci. Alors, quand on parle de difficultés, c'est vrai, nous avons rencontré des difficultés, mais nous avons travaillé sur les principes de la réduction du risque. Parce que lorsqu'on parle de réduction du risque, on va à petits pas. Parce qu'à petits pas, c'est prendre le temps d'observer dans un premier temps ceux qui sont en face de nous, trouver des mots justes pour les convaincre lorsqu'on aura échangé, et à partir de là, les choses se construisent. Et en allant aussi à petits pas, on a été confronté à l'une des grandes difficultés qui est la méconnaissance même de la drogue. Parce que quand on parle de drogue, les personnes sont automatiquement figées. Elles ne savent pas qu'il y a des drogues qui sont douces, et il y a des drogues aussi qui sont aussi dures. Donc, à travers cette méconnaissance-là, on les apportait des orientations, elles apportaient des informations, et lorsqu'elles s'imprégnaient de ces informations-là, elles voyaient que l'individu qui est en face de moi, bien que a priori je pensais que c'était un usager de drogue, en griffe, un toxico qui ne comprend rien, mais j'ai l'impression qu'il a de la matière. Et donc c'est à travers ces échanges-là que nous avons pu briser les barrières, et c'est ce qui nous a mené à être là où nous sommes maintenant. Maintenant, le frère a demandé quel est le regard de la communauté. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, notre regard il est très réaliste et il est optimiste. Parce que quand nous avons commencé nos activités terrain, l'environnement législatif en matière de drogue était répressif. Et malgré cela, il y avait le CASA. Le CASA, c'est le centre d'accompagnement de soins en addictologie. C'est le seul centre en Côte d'Ivoire qui permet d'offrir une prise en charge holistique à la personne usagère de drogue sans qu'elle ne paye de l'argent. Et ce centre-là a permis, à travers les TSO, la méthadone, de pouvoir resocialiser. Parce que lorsque souvent, les résultats sont parlants. Souvent, les résultats, ce n'est pas des chiffres, mais il suffit de voir une personne qui, à un moment reculé, était comme ça. Et cette personne-là, lorsqu'elle rentre dans un programme bien défini, devient autre. Donc, à travers ça, à travers ces réussites-là, ça a facilité nos actions et puis on a pu être là où on est. Mais il y a une chose qui demeure, c'est que la mauvaise information, les gens ne sont pas informés. Et aussi, il est important aussi que
les programmes nationaux s'impliquent. Parce que c'est par le truchement de Médecins du Monde que mon communautaire, je suis là, mais j'aurais été ravi qu'un programme national de la Côte d'Ivoire qui vient à Ikaza présente de manière nationale des acteurs de terrain et à travers notre expérience, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui va et c'est la réduction du risque aussi qui s'en va pour tout le monde. Donc je pense que j'ai répondu à tout, mais il reste une dernière question. La dame a demandé depuis quelle année nous commençons la bataille. La société civile déjà, en Côte d'Ivoire, la société civile, avant que Médecins du Monde vienne, depuis 2006, avant Médecins du Monde. Maintenant, lorsque Médecins du Monde a entamé sa première phase biocomportementale, il y avait des acteurs, il y avait des dévanciers qui malheureusement ont rendu l'âme, mais ils ont tracé des sillons que nous, jeunes, on a pu suivre et à travers notre abnégation, à travers notre volonté de faire changer les choses ont pu arriver là où elles sont maintenant. Voilà. D'accord, merci. Pour les quelques dernières minutes qu'on nous tolère, il y a une question, mais pour les quelques dernières minutes qu'on nous tolère, je me permets d'ajouter 2 ou 3 petites choses en lien avec la préoccupation du professeur, notamment pour ce qui est de la coordination des interventions. Disons que c'est un chantier sur lequel Médecins du Monde essaie de prendre un peu les devants, ce qui fait que vous avez vu qu'on a présenté les programmes en Afrique, il y en a en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale de l'Est, et c'est vrai que la grande cassure est avec le nord de l'Afrique, le Maghreb notamment, mais sinon, même récemment, plus avec les acteurs de l'océan Indien, où nous avons fait des relations, en relation à des voyages d'études et autres, à Maurice, Seychelles et autres. Donc, c'est en train de se construire déjà, c'est une grande préoccupation. Et juste pour que cela soit consolidé, je pense que l'organisation africaine, l'Union africaine, qui elle-même a un plan d'action, devrait être plus proactive ou on devrait peut-être nous autres aller vers eux pour qu'ils puissent harmoniser cette coordination-là. Donc cette institution déjà est sur le sujet, elle a une commission aussi spéciale et un plan d'action. Voilà, c'est ce que je voulais dire, si vous voulez. Merci, ça a été dit justement par votre collègue. Il ne faut pas que ça reste au niveau des États et au niveau du gouvernement. Il faut impliquer la communauté. Chez nous, en Algérie, il a fallu du temps pour permettre aux organisations non gouvernementales de faire le dépistage communautaire. Donc, il a fallu un plaidoyer important. Donc là, il faudrait, vous aviez bien dit tout à l'heure, il faut s'unir, occuper le terrain et faire le rapport de force. Parce que les règlements, les lois, vous l'avez bien dit tout à l'heure, ça a été validé par tous nos États. Mais la réalité du terrain, c'est autre, et c'est à travers donc, ces communautés. Moi, c'est juste une question d'actualité. Qu'en est-il, maintenant qu'on est depuis une année avec des financements qui sont très réduits, qu'en est-il, parce que là, ça se répercute sur toute la politique de lutte contre le VIH-Sida, y compris donc, la réduction des risques, avec les objectifs de l'OMS, qu'en est-il justement, et qu'en est-il de l'implication, vous l'avez bien dit, des nationaux, c'est-à-dire des États, des programmes nationaux, des financements nationaux, parce que là, il faut se rendre à l'évidence, il faut compter sur soi-même maintenant. Merci. Merci, professeur, pour tout l'intérêt que vous avez pour notre session. Et nous, on est content aussi d'être en lien avec quelques personnes. J'avais vu quelqu'un du Maroc dans le hall. Il y a encore, je vois un bras levé. On est pratiquement à la fin de la session, mais bon, sois efficace, pose quand même. Comme c'est un communautaire, on va le laisser s'exprimer. Voilà, on va lui couper la parole. Vas-y, Blandino. Oui, ici c'est Blandino Edien. Je suis superviseur zone sur le projet RDR-TRAC en tant que UD. Bénin. Et je remercie les panélistes. D'abord, ma question, j'ai suivi avec attention vos présentations. Ma question s'adresse à Samuel. Merci beaucoup pour l'engagement. Je suis très, très ravi pour votre présentation. Et ma question est celle-ci. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles la Côte d'Ivoire est passée pour aboutir au vote de la loi? Merci. Sinon, de toi à moi, on sait ce qui en est là, mais par quels moyens vous êtes arrivé là? Merci. Comme c'est un débat, je vais violer le protocole du panel
Juste, il faut savoir, non, parce que, bon, à titre personnel, j'ai été impliqué dans le processus. Donc, il faut savoir que la contribution communautaire a été importante, mais elle n'est pas la seule. Voilà, elle n'est pas la seule. Donc, c'est une contribution additionnelle de forces coalisées. Les initiatives, d'abord, partent de la partie nationale elle-même. Plusieurs pays qui, par eux-mêmes, veulent modifier ou faire évoluer des lois, parce qu'en Côte d'Ivoire, la loi sur la drogue datait de 1988. Ça, c'est le premier principe. Deuxième chose, lorsque des activités terrain ont pu être mises en œuvre, notamment, justement, il y a une dizaine d'années en arrière que ça avait commencé, avec notamment divers coordinateurs, dont M. Renaud Boulet. Voilà, il y a eu la volonté, donc, des organisations de la société civile poussées par Médecins du Monde et les bailleurs divers, Fonds mondial et Expertise France, parce qu'il faut bien dire qu'est-ce qui permet d'avancer, voilà, pour aller vers des modifications de textes au niveau national. Voilà, donc ces initiatives ont été contributives. Monsieur Massogui est là. Il y a eu une initiative additionnelle parce qu'il y avait un projet régional de réduction des risques financé par le Fonds mondial, le PARECO, qui a permis de pouvoir faire des voyages d'études à plusieurs acteurs de la société, des ministres, voilà, des députés, des sénateurs. Donc, effectivement, la contribution communautaire est importante, mais il y a d'autres actions qui doivent être absolument menées pour qu'il y ait un déclenchement national de la volonté de faire changer et évoluer les choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai interagi, voilà, pour qu'on ait la complétude des interventions. Je vous remercie. En tout cas, sur ce, merci à tout le monde et de l'intérêt. Nous, on est sur le lieu de la conférence. On aura un stand, voilà, où on pourra poursuivre les débats, échanger les contacts donc toute la semaine. Et je vous y invite tous dès demain afin que nous puissions poursuivre ces différents échanges-là. Merci aux panélistes et bonne suite de journée, bonne suite d'atelier.